Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission d'apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement en Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt engineering sophistiqué. Veuillez noter que cette analyse a été préparée en date du 24 août 2025. Aujourd'hui, on plonge dans une architecture d'ingénierie sociétaire particulièrement intéressante au Luxembourg. Il s'agit de la combinaison des structures d'action à double classe avec les reçus fiduciaires de dépôt, les fameux FDR. L'objectif, c'est de comprendre comment ce montage, si on peut dire, permet de concilier deux choses souvent opposées. Garder un contrôle stratégique à long terme, tout en accédant au marché de capitaux. Oui, c'est le dilemme classique pour beaucoup d'entreprises en croissance ou à forte intensité capitalistique. Exactement. Comment lever des fonds sur les marchés publics, donc s'ouvrir, sans pour autant perdre la maîtrise de sa destinée en quelque sorte. Et c'est là que cette structure luxembourgeoise Action double classe plus FDR offre une réponse assez sophistiquée. Si on analyse les sources dont on dispose, il y a, je dirais, 3 points essentiels qui émergent vraiment. Voyons ça. Premièrement, le FDR, ce n'est pas juste un outil technique pour être coté. C'est bien plus. C'est un véritable instrument de gouvernance stratégique. Il faut le voir comme une sorte de filtre, de tampon entre la société et le marché. Il permet de capter les capitaux publics tout en maintenant le registre des actionnaires directs relativement stable et contrôlé. D'accord, un outil de gestion de l'interface avec le marché en somme. C'est exactement ça. Deuxièmement, la gouvernance d'une telle structure, c'est un exercice d'équilibriste permanent. Forcément, la double classe d'action, ça crée une tension avec le principe d'égalité des actionnaires. On pense aux X-Principles de la Bourse de Luxembourg, par exemple. Oui, le principe un traitement égal. Voilà, donc gérer ça au quotidien, ça demande une conformité méticuleuse, bien sûr, mais aussi beaucoup de communication, de transparence, pour maintenir la confiance. C'est un équilibre à trouver, constamment. Un équilibre délicat, j'imagine. Et le troisième point ? Le troisième point, c'est le rôle central de l'accord de dépôt. Ce contrat entre la société et le fiduciaire, c'est un peu la constitution, si vous voulez, pour les détenteurs de FDR. C'est lui qui régit leurs droits réels, les dividendes, comment ils votent indirectement, et aussi leurs risques. Donc, la clarté et la robustesse de ce document, c'est absolument fondamental. Très clair, ces 3 points posent bien le cadre. Alors, commençons par la base. Le socle juridique. Comment le Luxembourg permet-il cette structure Athens-Winky ? Ça part des classes d'action, j'imagine ? Tout à fait. La clé de voûte, c'est la flexibilité offerte par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, la fameuse loi de 1915. Son article 430-1, il autorise explicitement une société anonyme, une SA, à créer dans ses statuts différentes catégories d'actions, avec des droits différents attachés à chaque catégorie. Ce qui n'est pas le cas partout. Certaines juridictions sont plus rigides sur le principe « une action, une voix ». Exactement. Le Luxembourg offre cette souplesse. Donc, c'est l'entreprise elle-même qui, via ses statuts, va concevoir sa structure. Par exemple, on pourrait avoir des actions de classe A, disons, pour le public, avec des droits économiques classiques et un droit de vote simple. Et puis des actions de classe B pour les fondateurs ou actionnaires historiques, avec des droits de vote multiples pour sécuriser le contrôle. C'est une configuration très fréquente. Les statuts deviennent alors le document juridique essentiel qui définit tout ça très précisément. Les droits de vote, les priorités sur les dividendes, les droits en cas de liquidation, il faut que ce soit bétonné évidemment. Logique. Une fois qu'on a ces différentes classes d'actions, il faut faire le lien avec le marché public. Et c'est là qu'interviennent les FDR. C'est ça. Les reçus fiduciaires de dépôt, les FDR, c'est le pont vers le marché. Ce sont des certificats, le plus souvent cotés en bourse, qui sont émis par une banque dépositaire luxembourgeoise. Cette banque agit en tant que fiduciaire. Et chaque FDR représente quoi exactement ? Chaque FDR représente un intérêt économique, un beneficial interest, dans une ou plusieurs actions sous-jacentes. Typiquement les actions de classe A dont on parlait, celles destinées au public. Le mécanisme repose sur le concept juridique de fiducie, qui est très bien encadré au Luxembourg par un règlement grand-ducal de 1983. La fiducie permet cette dissociation très utile entre la propriété légale et la propriété économique. C'est-à-dire C'est-à-dire que
Le fiduciaire détient légalement les actions sous-jacentes, il en est le propriétaire inscrit au registre, mais il les détient pour le compte et au bénéfice des détenteurs de FDR. Ce sont eux les propriétaires économiques. Ah, c'est subtil. Donc, si je comprends bien, les actions elles-mêmes, les actions de classe A par exemple, ne sont pas directement échangées en bourse. Précisément. Elles restent au chaud, inscrites au nom du fiduciaire dans le registre de la société. Ce qui s'échange librement sur le marché, comme la Bourse de Luxembourg ou Euronext Paris, ce sont les FDR. Ces certificats qui représentent l'intérêt économique. Exactement. Qui donnent droit aux dividendes, aux plus-values potentielles, et qui véhiculent aussi le droit de vote, mais exercé via le fiduciaire. C'est un peu comme si on négociait des tickets de vestiaire numérotés, alors que les manteaux restent au vestiaire sous la garde du responsable. L'image est parlante. Et l'avantage stratégique? Il est double. D'abord, le registre des actionnaires officiels de la société reste très simple. Il y a les actionnaires stratégiques, classe B par exemple, et le fiduciaire pour tout le bloc classe A. C'est beaucoup plus simple à gérer pour les AG et la communication directe. Oui, ça simplifie l'administration. Énormément. Le FDR agit comme un filtre administratif, un tampon, et ça permet donc de garder le contrôle sur qui sont les actionnaires directement inscrits. D'accord, l'architecture est claire. Mais comment ça fonctionne au jour le jour? Vous avez mentionné l'accord de dépôt comme étant la pièce maîtresse. Absolument. Le Depository Agreement, c'est la mécanique opérationnelle. C'est le contrat entre la société émettrice et le fiduciaire. Il règle tous les aspects pratiques de cette interface avec le marché via les FDR. Qu'est-ce qu'on y trouve typiquement? On y trouve les règles sur les flux physiques et financiers. Comment on crée ou on annule des FDR contre des actions, par exemple. Et surtout, comment les dividendes remontent. La société paie le fiduciaire qui ensuite les redistribue aux détenteurs de FDR après déduction des frais éventuels. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la voix des investisseurs, comment le fiduciaire collecte les instructions de vote pour les AG et comment il vote ensuite les actions sous-jacentes, en conséquence. C'est une clause critique. J'imagine. Et les risques? Oui, le contrat définit aussi la responsabilité du fiduciaire, généralement limitée à la négligence grave ou la faute intentionnelle, et les conditions d'indemnisation par la société. Et bien sûr, la structure des frais du fiduciaire. Quels sont les points qui demandent le plus de vigilance dans ce contrat au quotidien? La précision des processus est clé. Les délais pour transmettre les infos, les paiements, le mécanisme de vote doit être irréprochable, auditable. Et la définition des responsabilités, bien sûr. On parle souvent de Service Level Agreements, des SLA, pour encadrer les opérations importantes. Tout ça nous mène à la gestion de ces deux mondes NAND. Le registre simple de la société et la myriade de détenteurs de FDR. Vous parliez de défis de communication. Oui, c'est un vrai défi opérationnel. La société, légalement, elle ne connaît qu'un actionnaire pour le public, le fiduciaire. C'est à lui qu'elle envoie les convocations d'AG, les rapports annuels, etc. Mais l'information doit bien arriver aux investisseurs finaux. Comment? Donc, il y a une chaîne de transmission, société, fiduciaire, les systèmes de compensation comme Clearstream ou Euroclear, où les FDR sont souvent détenus via un certificat global unique, puis les banques et courtiers participants de ces systèmes, et enfin, les clients finaux, les investisseurs. C'est une cascade qui peut être longue et potentiellement source d'erreurs ou de retard. Absolument, le risque existe. D'où l'importance d'avoir des protocoles très clairs avec le fiduciaire et de suivre ça de près. C'est un travail constant pour les équipes internes, juridiques, conformité, relations investisseurs. Une information qui arrive trop tard ou qui est erronée, ça peut avoir des conséquences sérieuses. On revient à cette tension que vous mentionniez au début. D'un côté, une structure légale, de l'autre, l'esprit d'égalité des actionnaires. C'est le cœur du sujet. La structure est valide en droit luxembourgeois. Mais elle crée une différence de traitement. Les droits de vote ne sont pas égaux à mise de fonds égale à cause de la double classe. Et les détenteurs des FDR n'ont pas un accès direct à l'AG, ils passent par le fiduciaire. Ça peut être perçu comme étant en décalage avec l'esprit du principe 10DX Principles de la Bourse de Luxembourg, qui insiste sur le traitement égal. Donc, il ne suffit pas d'être dans les clous légalement, il faut aussi convaincre le marché de l'équité du système. C'est essentiel. L'entreprise doit être proactive pour démontrer que, même si le traitement n'est pas identique, il est équitable. Il faut expliquer pourquoi la structure existe, comment elle fonctionne, comment les droits des détenteurs de FDR sont protégés. C'est une question de confiance et donc de valorisation. Et le régulateur, la CSSF, comment voit-elle les choses? Est-ce qu'elle valide implicitement cette différence de traitement? La CSSF a une approche pragmatique, axée sur l'intransparence. Sa circulaire 0839 est très claire sur un point. Pour les obligations de déclaration de franchissement de seuil de participation, les fameux 5%, 10%, etc., la CSSF regarde à travers le FDR.
C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas aux fiduciaires. Non. Elle va chercher le bénéficiaire effectif final, le détenteur du FDR. Donc impossible d'utiliser le FDR pour masquer une prise de participation significative. Absolument pas. L'obligation de déclaration incombe bien au détenteur final. Pour l'émetteur, ça veut dire qu'il doit être vigilant, collaborer avec le fiduciaire et les intermédiaires pour s'assurer que ces déclarations sont faites correctement et à temps. La transparence sur la détention réelle du capital reste primordiale. Face à cette exigence de transparence et cette nécessité de démontrer l'équité, quelles sont les stratégies concrètes pour une entreprise et FPR? On peut en identifier 3 principales. D'abord, une divulgation renforcée. Expliquer très clairement, dans le rapport annuel notamment, comment fonctionne la structure, les FDR, le vote, ne rien cacher. La transparence active. Voilà. Deuxièmement, s'assurer d'avoir un processus de vote via le fiduciaire qui soit robuste, efficace, avec des délais suffisants pour que les détenteurs de FDR puissent donner leurs instructions. L'intégrité de ce processus est clé. Et troisièmement, Une communication proactive. Aller au-devant des investisseurs institutionnels, des agences de conseil en vote, proxy advisors, pour expliquer la logique stratégique derrière la structure, répondre à leurs questions sur la gouvernance. C'est presque une exigence du principe 10 d'ailleurs. on comprend bien que mettre en place tout ça, ça a un coût et ça prend du temps. Parlons un peu de la mise en œuvre pratique, la négociation de l'accord, les frais, les délais. C'est effectivement un projet d'envergure. La négociation de l'accord de dépôt avec la banque fiduciaire est une phase critique. Il faut être bien conseillé juridiquement pour border les responsabilités, les niveaux de service attendus, les fameux SLA, les clauses d'indemnisation et bien sûr la tarification. Justement, les coûts. On peut donner une fourchette, même large. C'est toujours délicat car ça dépend beaucoup du projet. Mais il faut prévoir des coûts initiaux non négligeables. Les frais juridiques et de conseil pour la structuration, la rédaction du prospectus, puis les frais réglementaires. L'approbation du prospectus par la CSIASF peut coûter, disons, entre 25 000 et plus de 200 000 euros, selon la complexité. Plus les frais de première cotation à la bourse. Et ensuite, il y a les coûts récurrents annuels. Les frais de maintien de la cotation à la Luxey, qui se chiffrent en milliers d'euros par ligne, les redevances annuelles à la CSISF pour les émetteurs sur le marché réglementé, qui partent d'une base de 30 000 euros plus une partie variable. Et bien sûr, les frais du fiduciaire lui-même, pour l'administration, les transactions, etc., qui dépendent de l'accord négocié. Donc un budget conséquent à prévoir. Et en termes de délai entre la décision de le lancer et le premier jour de cotation des FDR? L'expérience montre qu'il faut tabler sur, généralement, 3 à 4 mois minimum, parfois plus. C'est un processus en plusieurs étapes. Pouvez-vous nous les décrire brièvement? Oui. D'abord, une phase de structuration et de sélection des partenaires conseils, banques, fiduciaires. Ça peut prendre 1 ou 2 mois. Puis, la phase la plus intense, la rédaction de la documentation, le prospectus d'émission et la négociation en parallèle de l'accord de dépôt, comptez 2 à 3 mois. Ensuite vient l'approbation réglementaire par la CSF et la demande de cotation à la bourse. Ça prend souvent 1 ou 2 une fois les dossiers complets. Et enfin, la phase de lancement technique, coordination avec le fiduciaire, émission du certificat global, admission à la négociation. Quelques semaines pour finaliser. C'est un vrai parcours. Tout ça, la complexité, les coûts, les délais, nous ramène à la question initiale. Pourquoi faire tout ça? Quel est l'avantage stratégique ultime? L'avantage fondamental, le selling point unique, c'est la stabilisation de la stratégie à long terme. C'est ça le cœur. Pour quel type d'entreprise est-ce particulièrement pertinent? Pour les entreprises, dans des secteurs qui demandent beaucoup de capital et ont des cycles d'investissement très longs, les sources donnent l'exemple des communications par satellite. C'est aussi très pertinent pour des entreprises avec un actionnariat historique fort, familial ou même étatique, qui veut s'ouvrir au marché sans perdre le contrôle stratégique. Ça offre une protection contre les pressions court-termistes, parfois excessives du marché, et contre les OPA hostiles. Ça permet à la direction de se concentrer sur l'innovation, la stratégie de long terme. Le FDR, c'est la clé qui permet d'accéder au financement public mondial sans faire ce compromis sur le contrôle. Une forme de liberté stratégique donc. Fascinant. Et pour finir, comment voyez-vous l'avenir de ces structures FDR? On est fin août 2025. Y a-t-il des évolutions notables ou à venir? Oui, le paysage n'est pas figé. Je vois 3 tendances importantes à surveiller. La première, c'est la technologie des registres distribués, la DLT ou blockchain. Ah oui, Oui, une loi fin 2024 a facilité l'émission de titres financiers dématérialisés sur DLT au Luxembourg.
Pour l'instant, les FDR fonctionnent sur l'infrastructure classique, certificats globaux, chambres de compensation. Mais la question se pose. Pourrait-on tokeniser les FDR? Utiliser des registres DLT? Avec quels avantages potentiels? Potentiellement. Plus d'efficacité, moins de coûts, un règlement quasi instantané et peut-être même une meilleure transparence et un flux d'informations plus direct. C'est une piste qui est certainement explorée. Intéressant. La deuxième tendance. C'est la digitalisation générale des processus en droit des sociétés. On a vu une loi en février 2025 qui modernise certains aspects, notamment pour les opérations transfrontalières, en intégrant plus d'outils numériques. Même si ça ne vise pas les FDR directement, ça montre une direction. Il faut réfléchir à l'impact des AG virtuels, du vote en ligne, de la gestion électronique des opérations sur titre, sur l'administration des FDR et la relation avec le fiduciaire. Tout devient plus numérique. Et la troisième tendance? Elle concerne la surveillance. La CSSF a commencé à utiliser l'intelligence artificielle dans ses missions de surveillance, avec des projets pilotes début 2025. Qu'est-ce que ça change? On peut s'attendre à une surveillance plus data-driven, basée sur l'analyse de données massives. Les régulateurs auront une capacité accrue à analyser les transactions de marché, les déclarations, les communications, pour repérer des anomalies, des signaux faibles, peut-être des failles de gouvernance. Ça augmente mécaniquement le niveau d'exigence pour les émetteurs. Il faudra être encore plus rigoureux sur la qualité, la cohérence, la transparence des informations fournies. Surtout avec une structure de capital complexe comme celle-ci. Le futur s'annonce donc plus technologique, mais aussi plus exigeant. Très clair. Si on devait résumer l'essentiel de notre échange en quelques mots. Je reviendrai aux 3 points du début, en les condensant. 1. Le FDR, c'est un mécanisme de filtrage stratégique très malin entre l'entreprise et le marché. 2. Sa gouvernance est une navigation fine, qui exige une transparence et un dialogue constant. 3. L'accord de dépôt est le document opérationnel clé qui ancre les droits des investisseurs publics. Une dernière réflexion pour nos auditeurs qui envisageraient ce type de structure. Peut-être juste rappeler que, si cette architecture offre un avantage indéniable en termes de contrôle, la contrepartie c'est un engagement sans faille envers la transparence et le dialogue avec tous les apporteurs de capitaux, y compris les détenteurs de FDR. C'est le prix à payer pour la confiance durable du marché. Une confiance qui se mérite. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, où une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigoré Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.